Jeudi 6 novembre 2025, nous sommes ici à Abidjan et nous sommes avec Dr Mansa Ousmane Camara. Bonsoir, président. Bonsoir, Eric. Après, je dirais, notre dernier entretien, vous avez appelé l'ensemble de l'opposition à former qu'un seul, derrière une seule personne pour aller aux élections présidentielles. Je ne pense pas que vous avez été entendu. Quelle est votre analyse? Tout d'abord, j'aimerais me joindre à tous ceux qui ont un cœur dans le pays pour compatir à la douleur de toutes les familles qui sont éplorées, toutes les familles qui ont perdu leurs bien-aimés, que ce soit des personnes qui faisaient partie des manifestations ou des personnes que des événements ont trouvés à la maison, qui n'avaient rien à voir avec ces manifestations, qui malheureusement ont subi ces désagréments et qui ont coûté des vies. Et aussi tous les blessés. Mais encore toutes les personnes innocentes qui aujourd'hui, au profit des arrestations de masse, des personnes qui étaient de passage ou des personnes qui essayaient tout simplement de rentrer à la maison, qui se sont retrouvés pris dans ce piège-là. Mais aussi pour tous les manifestants, sans exception. Et je tiens à marquer aussi ma solidarité à l'endroit de jeunes communicants qui souvent commettent des petites erreurs dans leur communication. Mais moi, je continue de croire que nous avons tous nos idées de la démocratie, de la vie en société, comment la Côte d'Ivoire devrait être. Alors, on peut avoir des divergences avec une personne ou une autre. Mais il faut qu'on commence à faire la part des choses entre l'opinion des gens, qui est leur droit, et des crimes. Je suis foncièrement pour le respect de la liberté d'expression. Et comme j'ai eu à le dire dans notre dernier entretien, que quelqu'un insulte ma mère ou mon père, ou quelqu'un me tague d'étranger, ou quelqu'un me tague de djoula, ou bien si je suis djoula, je suis djoula. Si je suis étranger, je suis étranger. Si je suis ivoirien, je suis ivoirien. Mais en rien, aucun de ces mots ne doit constituer maintenant une offense. Nous avons les États-Unis aujourd'hui qui donnent l'exemple. Voilà, avec l'élection de Ramdani comme maire de la ville de New York. Pour nous autres qui avons vécu un peu aux États-Unis, et surtout moi qui ai vécu à New York, mais New York, c'est une ville qui a été construite depuis toujours par les étrangers et la grande majorité de la population de New York est étrangère. Alors, pour une ville que nous lorgnons en termes d'exemple de développement, pour un pays cosmopolite comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit pouvoir taire certaines divergences sur la question de l'origine des uns et des autres et surtout sur qui est ivoirien du nord, du sud, du centre, de l'ouest. Ces notions-là doivent disparaître. On doit parler des Ivoiriens comme une nation. Mais pour arriver là, il faut que les pouvoirs publics comprennent que ils sont
au service des populations. Ils ne sont pas leurs tortionnaires, ils ne sont pas leurs bourreaux, mais de plus en plus, c'est ce que nous ressentons tous, dans notre grande majorité. Et même des personnes qui sont des partisans du parti au pouvoir aujourd'hui, ils vivent très souvent avec la peur au ventre, la peur du jugement, la peur du rejet, même quand ils ne sont pas d'accord pour quelque chose. Donc pour moi, après cette élection, et bien entendu pour répondre à ta question, nous comprenons la profondeur de la division qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'était très simple. Hein? Nous, notre option, c'était que les uns et les autres mettent de côté leurs égos. Exact. Et que nous choisissions un candidat de l'opposition autour de qui nous allions mettre tous nos efforts et nos intelligences pour lui donner la plus grande chance de gagner. Et vu comment les élections se sont déroulées, avec le taux de participation visible, et j'insiste là-dessus, visible, entre ce que nous avons vu et ce qui est annoncé, à mon sens, il y a une grande différence. Mais bon, quand tu n'es pas là pour contrôler, pour dire le contraire, tu ne peux que subir que ce qu'on t'offre. Donc, on nous a offert 50% de taux de participation. Pour moi, ce n'est pas fameux pour une démocratie qui se dit être en bonne santé. Donc ça, déjà, ça doit interpeller les pouvoirs publics. Deuxièmement, j'ai cru entendre que le taux de retrait des cartes d'électeurs était de 12%. On n'a pas dépassé plus de 15% de retrait des cartes d'électeurs. Maintenant, je me pose une question simple. J'ai été voté. Et lorsque je me suis rendu dans mon bureau de vote, j'avais mon ancienne carte d'électeur, j'avais ma pièce d'identité. Mais ils ont exigé que je retire nécessairement la nouvelle carte d'électeur. Donc c'est une exigence qu'on a imposée à tous ceux qui venaient voter. Donc dans ma logique, si on a 12% ou 15% de retrait de carte d'électeur, le taux de participation ne peut pas dépasser, à moins qu'on ait exigé de certaines personnes de retirer forcément la nouvelle carte d'électeur avant de voter et qu'on ait fait voter d'autres personnes sans qu'ils ne retirent leur nouvelle carte d'électeur pour obtenir les 50%. Sinon, les pourcentages devraient quand même être alignés, puisqu'il faut la nouvelle carte d'électeur pour pouvoir voter. Et toutes les cartes d'électeurs ont été réémises. Donc, quand on se retrouve dans un tel cas de figure, on se pose beaucoup de questions. Et je veux continuer à rappeler ça aux uns aux autres, surtout ceux qui nous dirigent. Nous sommes de l'école de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons connu une très bonne formation pour la plupart d'entre nous. En tout cas, pour ce qui concerne nous, notre génération, et ceux qui sont venus avant nous. Et je n'en dis pas plus. Donc, pour moi, cette élection a laissé une tache sombre, une tache noire sur mon cœur, mais en même temps, ça nous interpelle et ça nous donne un peu une idée du défi qui est le nôtre aujourd'hui, celui de réunifier la Côte d'Ivoire. Celui de réunifier les Ivoiriens, celui d'appeler les Ivoiriens à une autre manière de faire les choses. Et dans cela, aussi bien le pouvoir en place que les soi-disant grands partis d'opposition d'aujourd'hui sont interpellés. Parce que quand on met son ego de côté, son orgueil de côté, on doit pouvoir faire la part des choses, se remettre en cause et puis éventuellement demander pardon à ceux qui ont subi et puis essayer de faire mieux. Et pour ce qui concerne la CEI, j'avais dit que même Miss Côte d'Ivoire était mieux organisée que cette façon de fonctionner de la CEI et cette façon d'organiser des élections présidentielles. Et j'étais malheureusement, mais heureusement surpris aussi d'entendre le président de la CEI, M. Kubier Koulibaly,
dire que cette CEI-là doit être dissoute dans son état actuel, il convient avec nous que cette CEI-là ne convient pas. Et cette CEI-là ne peut pas organiser des élections qui satisfassent tout le monde ou qui rassurent les Ivoiriens. Mais comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. C'est cette CEI-là qui est là, encore pour les législatives. Nous allons subir, nous allons nous battre, et puis nous allons y aller. Faire l'effort de gagner malgré toutes les vicissitudes qui se présentent à nous. Et puis on espère que de cette élection législative, au moins si la vérité des urnes est dite, ça sera le premier pas de réconciliation des Ivoiriens. Parce qu'au moins au Parlement, chaque sensibilité de la population ivoirienne va trouver un porte-voix qui va aller défendre les points qui les dérangent et qu'il faut changer aussi bien dans nos lois et dans notre administration. Président, bien avant de parler de législative, j'aimerais aborder la question des élections. Au soir de ces élections, la CEI, ensuite le Conseil constitutionnel, a déclaré vainqueur son Excellence le président Alassane Ouattara avec plus de 80%. Quelle est votre analyse? Bon, 89,77%. C'est une fierté pour eux. Et moi, je trouve que c'est triste. C'est triste parce que quand on gagne de cette façon que nous tous, nous avons suivi, il n'y a pas de légitimité. Parce que c'est clair, et le président le sait. Il est vomi par une grande partie de la population ivoirienne. Nous ne sommes pas d'accord sur notre compréhension de la Constitution. Avec la confirmation de sa victoire à ce 4e mandat par le Conseil constitutionnel, le 4e mandat devient légal. Mais pour moi, c'est un précédent fâcheux. C'est un précédent fâcheux. Parce que le président, il a quoi? 83 ans, il va aller chercher 84 ans. Et je lui souhaite longue vie et de la bonne santé pour lui et sa famille. Mais c'est son dernier mandat, le 4e. Maintenant, quand lui, il a fait 4, qui nous dit que le prochain président après lui ne va pas vouloir changer la Constitution et en faire 4 aussi. En fait, il vient d'ouvrir une porte qui va être difficile à refermer. Et qui nous dit que le prochain président ne va pas juste faire sauter la limitation des mandats. Encore, quand c'est un bon président, c'est supportable. Mais si nous nous retrouvons devant des criminels, et nous voyons bien qu'en Afrique, il y a des criminels qui arrivent au pouvoir, alors ça sera l'enfer pour ce pays. Et c'est pour ça que j'en suis vraiment triste. Ce n'est pas le score. Quand on gagne avec 89%, 89,77%, avec des candidats qui ont 3,09, 2,42, 1,97 ou 1, quelque chose, c'est pas honorable. Et puis qu'on sait que tout simplement, ceux qui avaient la taille, ils ne sont pas partis. Eux-mêmes, ils peuvent le noter. L'effervescence de leurs propres partisans était assez tiède comparé aux autres élections passées. Comparé à 2010, 2011, comparé à 2015, le président doit bien voir que l'effervescence baisse au fur et à mesure dans son propre camp, à plus forte raison dans le reste de la population. C'est autant un défi pour lui. C'est sa dernière ligne droite. Et je pense, je l'interpelle pour qu'il réfléchisse un peu à quel genre de Côte d'Ivoire il veut laisser aux Ivoiriens. À quel genre de Côte d'Ivoire il veut laisser à ses propres partisans. Parce que s'il va et il laisse un pays divisé, je suis triste de le dire, mais tous ces efforts dont il est fier risquent d'être réduits à néant. Parce qu'en général, c'est ça. Si tu construis sur des fondations molles,
ne t'étonne pas de voir le bâtiment chuter demain. Tout simplement, et ton travail devient zéro. Donc 89,77%, c'est bon. Mais je pense que ceux qui l'ont rejeté, ce n'est pas le pourcentage. Le vrai taux de participation, si c'est même 50% de participation, c'est peu pour un président qui dit qu'il a fait émerger la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il a beaucoup de travail à faire, à convaincre le reste d'entre nous qui croyons encore dans le changement par les voies démocratiques. Président, je suis amené à vous demander, au sortir de ces élections, nous rentrons de plein pied dans les législatives. Quelles sont vos perspectives pour l'ANG? Pour l'ANG, nous aurions souhaité vraiment présenter un certain nombre de candidats dans plusieurs localités. Mais vu la précipitation dans laquelle cette CEI, mais pas que cette CEI, tous les parlementaires, qu'ils soient du PPACI, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient indépendants ou du RHGP, ils ont pris la décision, selon l'honorable Sali Tchomoko en 2023, de rapprocher la date des élections législatives à décembre. Donc, ils le savaient tous. Il n'y a que nous, la population, qui ne savions pas. Jusqu'à ce que la CEI nous l'annonce et que Assalit Tchomoko vienne nous éclairer sur un plateau télé. Nous sommes obligés d'aller avec ceux qui sont prêts. Et j'aurais honnêtement souhaité que nous allions avec le logo de notre parti, pour que nous puissions compter de façon globale tous nos élus. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays qui marche à l'envers. Pourquoi je dis qu'il marche à l'envers? Les autorités nous exigent de remplir certaines conditions, on mène des démarches, on dépense de l'argent. Mais comment pouvez-vous comprendre que depuis plus de 5-6 mois que nous avons déposé notre dossier pour obtenir notre agrément de parti politique, jusque-là, rien n'est signé. Et je ne parle même pas de l'agrément. Le simple récépissé des dépôts qui devrait être automatique. Tu déposes, ton dossier est complet, ça répond aux critères qui sont exigés par l'administration. On te délivre un récépissé pour dire que tel groupe a déposé un dossier, que ce soit une ONG, un syndicat ou un parti politique. C'est quelque chose qui doit être automatique. Jusque-là, le simple récépissé de dépôt n'est pas signé. Et aux dernières informations, il paraît que c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui les signe. Et il y a des centaines de récépissés de dépôt qui traînent, qui ne sont pas signés. Donc, on vient comprendre que quelqu'un s'empresse d'arrêter des gens, des manifestants. On a le temps, en tant que ministre, d'aller se battre avec des amis du parti, dans une circonscription pour être député, pendant qu'on est déjà ministre. On ne finit pas son travail de ministre. On n'a pas assez de temps pour faire son travail de ministre. Maintenant, on veut être député aussi. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Il faut que ces gens apprennent à respecter leur rôle, leurs responsabilités. C'est une obligation pour les fonctionnaires de faire leur travail. C'est pour ça qu'on les paye. Le ministre reçoit un salaire, il a des avantages chaque mois. C'est pour faire son travail de ministre. Et notre récépissé de dépôt, je profite pour le dire, notre récépissé de dépôt, celui des populations, celui des ONG, celui des syndicats, c'est un droit. Ou bien vous décidez que vous ne signez plus, vous l'annoncez officiellement, ou bien vous signez nos documents, vous nous libérez. Honnêtement. Donc aujourd'hui, il nous impose, dans le nombre que nous serons, d'aller en tant que candidat indépendant, alors que nous avons notre parti politique. Donc aujourd'hui, nous allons à cette élection législative de façon sereine. Nous aurions aimé avoir des échanges avec d'autres partis politiques, notamment le PDCI, le PPACI, le FPI et bien d'autres, pour qu'ensemble on puisse, de façon intelligente,
faire un nouveau découpage du pays entre nous, selon là où les uns et les autres sont forts sur le plan local, et puis partir tous unis derrière des candidats bien donnés. Mais connaissant les Ivoiriens, avec l'égoïsme des uns et des autres, l'égocentrisme des uns et des autres, et la suffisance des uns et des autres, parce qu'ils seraient les grands et les autres seraient les petits. Nous ne nous attendons pas à mieux. Donc pour nos candidats qui vont se présenter, et pour tous les amis qui vont se présenter avec qui nous serons, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons nous aider de façon mutuelle et sur tous les plans pour que chacun ait le maximum de chances de gagner dans sa localité. Et personnellement, je vais y participer. Dans quelle localité on peut le savoir? Non, pour le moment, faut m'éviter les flèches avant même que je dépose mon dossier. Alors, on saura le jour où nous allons déposer le dossier, en ce moment nous allons communiquer. Ou bien le jour où la liste officielle va sortir de ceux qui ont bien déposé les dossiers, tout le monde saura dans quelle localité je me présente. Ça va froisser quelques amis politiques, mais comme je dis, j'ai quand même pris le soin d'essayer d'appeler les amis politiques que ça risque de froisser. Mais ils n'ont pas daigné ni répondre à mes messages, ni répondre à mes appels. Donc, ils me verront me présenter dans leur localité. Et puis bon, comme je dis, j'espère qu'on va faire dans le fair play, tout simplement. Et que le meilleur gagne. Président, nous allons vous permettre de donner un mot de fin. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la Côte d'Ivoire? L'avenir de la Côte d'Ivoire est un sujet trop grand pour que ma petite personne l'aborde. Mais j'ai une question pour le millier et plus de personnes qui vont déposer leur dossier de candidature pour être députés. Et même ceux qui vont se présenter pour être des maires. Pourquoi êtes-vous en politique? La question est centrale. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure condition sociale? C'est juste pour l'argent? C'est juste pour les privilèges? Ou bien c'est pour vraiment servir le peuple? Ou bien parce qu'on nourrit un certain idéal? Pour ma part, pour les amis qui me connaissent depuis le collège, le lycée, ils ne sont pas surpris de me voir aujourd'hui en politique. Peut-être que les amis, les personnes qui me connaissent sur le plan des affaires sont un peu surpris. Certains me disent que je ferais mieux de rester dans les affaires. Mais moi, je suis rentré en politique et j'ai décidé de rentrer en politique depuis que j'étais au collège. En tant que boursier, on m'a retiré la bourse tout simplement parce qu'on exigeait un certain document des impôts de mon père qui était dans une profession libérale et parce qu'il n'a pas pu produire ce document à temps à l'époque. On lui avait demandé une attestation de régularité fiscale. Donc moi, je me suis posé la question, à quoi ça répondait? Parce que ma bourse était liée à ma performance académique. Et on m'a retiré ma bourse sous prétexte qu'on avait mis cette condition en nouvelle et mon père n'avait pas rempli. Et on m'a retiré cette bourse. Ça m'a fait très mal. Et en 95, là j'avais 16 ans, je devais faire ma première pièce d'identité. Et parce qu'à l'époque, je m'appelais Kamara Ousmane. Et mon père, Kamara Mamadou. On nous a fait tourner de commissariat en commissariat. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Et il a fallu un ami de mon père, qui était commissaire de police, qui nous a amené vers quelqu'un au niveau de la sûreté. Là où on a finalement pris nos données biométriques et tout ça, et on nous a fait établir ma première pièce d'identité, la fameuse carte d'identité verte. Et là, ce sentiment-là m'a toujours animé. Et pour mon père, qui n'était pas forcément du RDR, voici le motif qui va faire que mon père va quitter le PDCI
et va rejoindre le RDR à l'époque. Donc aujourd'hui, pour les Ivoiriens qui trouvent que, excusez-moi du terme, j'aime pas trop ce terme-là, mais que les djoulas en font trop, moi je suis malinqué. Mais quand on me dit djoula, j'accepte. Ça ne me dérange en rien. En font trop, c'est parce qu'on a subi. Mais ça a en même temps interpellé le pouvoir en place. Autant vous avez subi hier, vous en faites subir aux autres aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut qu'on puisse plier tout ça et laisser tout ça dans le passé. Se pardonner, avancer. Donc, moi, ma motivation, ce qui a fait que je suis rentré en politique, c'était la soif de justice. Et en 99, il y a le coup d'État. Et il y a le pillage généralisé. Et là, j'étais rentré des études, je travaillais déjà. Ma boutique est pillée. Comme des centaines, des milliers de commerces à l'époque. Et dans le petit temps qu'a duré cette transition de Gueye, Robert, on a vu qu'une certaine catégorie, notamment les Européens et autres, ont été dédommagés avec l'argent public. Mais nous, les Ivoiriens, nous avons été laissés pour compte. En 2000, quand encore nous sommes sortis pour réclamer la victoire de Gbagbo, je faisais partie de ceux qui ont manifesté. Les magasins ont été pillés encore. Aucun dédommagement. En 2002, il y a la rébellion qui éclate. Jusqu'à 2004, il y a encore des pillages. Et après ça, les Français sont dédommagés. Et d'autres personnes sont dédommagées. Nous qui sommes les Ivoiriens, qui payons, nous sommes dans notre pays, nous payons nos impôts, nous ne sommes pas dédommagés. En 2010, 2011, encore des pillages. Les Ivoiriens perdent tout. Il y a quelques milliards qui sont débloqués et qui sont donnés à une organisation qui gère les entreprises françaises en Côte d'Ivoire pour les dédommager. C'est à eux de régler. Et nous autres, nous sommes laissés pour compte. Encore les Ivoiriens. Il y a le Covid. Les facilités sont faites aux autres. On donne à leurs organisations, certaines organisations privées, les chambres de commerce et autres, chambres consulaires pour régler les problèmes qui sont liés à leurs ressortissants. Et nous autres Ivoiriens encore, nous sommes laissés pour compte. Bon, jusqu'à quand ça va continuer? Pourquoi je décide de m'éloigner des affaires et me concentrer sur la politique aujourd'hui? L'autre élément, mon père décède en 2015. Ce n'est pas le moyen qui manque, mais on le porte la nuit dans une clinique privée pendant qu'il fait des migraines. Il avait fait un AVC avant. Mais là, on arrive et ils exigent une caution de 2 millions de francs CFA cash. C'est la nuit. On enlève l'argent où j'offre de donner un chèque, rien. Nous oblige à le conduire au CHU de Treichville. Et de 23 h jusqu'à 5 h du matin, mon père décède sur un brancard aux urgences. Il n'est pas pris en charge correctement. Ce n'est pas l'argent qui manquait, c'est révoltant. Dernièrement, je fais un accident de la circulation. Un jeune homme en patin à roulette vient percuter ma voiture. Il est blessé gravement. En 30 minutes, à appeler les sapeurs-pompiers, aucune réponse. J'utilise le kit de secours de ma voiture pour faire les premiers pansements. Je le conduis à l'hôpital général de Marcory. On arrive aux urgences et on me fait asseoir sur un banc quelqu'un qui saigne abondamment. On me demande d'aller payer d'abord le ticket à la rentrée avant qu'on le reçoive. Je viens avec le ticket. Les médecins sont assis là, les infirmières sont assis là. J'ai dû crier pour qu'on le prenne. Et là, pour le prendre, on me donne maintenant une ordonnance où on me met 5 paires de gants, de la bétadine, de l'alcool, du sparadrap et une bande. Il n'y a pas ça dans l'hôpital général de Marcory quand quelqu'un vient en urgence. Alors je sors là, je vais à la pharmacie de l'Hibiscus qui était ouverte. Et là, j'achète en grande quantité, j'achète une grande bonbonne, bétadine jaune, rouge. J'achète un grand paquet de coton, un paquet de bandes et de sparadrap avec un paquet de gants, de 100 gants ou je ne sais pas combien. Je viens, j'offre. Au moins pour que la prochaine personne qui va arriver ce jour-là ou le lendemain, on ne demande pas à son parent d'aller chercher. Voici l'état
des lieux. Ça, ce sont nos vécus. Et ce n'est pas de la propagande. Est-ce que c'est les moyens qui manquent quand on regarde le budget qui est passé à 17 000 milliards? Quel travail ces députés-là font? Ils doivent faire le contrôle de la gestion de l'État. Le budget est décidé à l'Assemblée nationale. Le pouvoir de contrôle de l'exécution de ce budget-là est l'une des prérogatives des députés. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir? Voici moi ce qui m'anime. Et je pense que c'est ce qui doit animer les futurs parlementaires. Nous devons donner une autre image de nous-mêmes. Nous devons donner une assurance à nos parents, à nos populations, que nous avons la capacité de transformer ce pays-là. Parce que nous-mêmes, nous sommes différents de ceux qui gèrent actuellement le pays. Donc, pour moi, mon mot de fin, c'est aux populations, ressaisissez-vous. Osez faire confiance en vos fils et en vos filles. N'attendez pas que vos fils et vos filles qui ont le bon cœur, qui sont vraiment engagés, viennent vers vous et souffrent de ce que vous leur réclamez de l'argent. Parce que cet argent que d'autres politiciens viennent vous partager, vous ne savez pas où ils tirent ces sommes-là. Ce n'est pas leur salaire. Et ce n'est même pas honnête. Et après, ils viennent acheter vos âmes et ils en font ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Il est temps que vous fassiez fi de l'argent en politique. Permettez à vos fils, à vos filles qui ont la capacité et qui ont le cœur pour vous aider et qui ont le cœur à se battre pour vous, d'aller au Parlement, parce que c'est là que va s'exercer le vrai pouvoir, le contre-pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. En attendant de vous accompagner pour le dépôt de votre candidature, je dis à très bientôt. Merci, Dr. Eno. Merci. Jeudi 6 novembre 2025, nous sommes ici à Abidjan et nous sommes avec Dr Mansa Ousmane Kamara. Bonsoir, président. Bonsoir, Eric. Après, je dirais, notre dernier entretien, vous avez appelé l'ensemble de l'opposition à former qu'un seul, derrière une seule personne pour aller aux élections présidentielles. Je ne pense pas que vous avez été entendu. Quelle est votre analyse? Bon, tout d'abord, j'aimerais me joindre à tous ceux qui ont un cœur dans le pays pour compatir à la douleur de toutes les familles qui sont éplorées, toutes les familles qui ont perdu leurs bien-aimés, que ce soit des personnes qui faisaient partie des manifestations ou des personnes que les événements ont trouvées à la maison, qui n'avaient rien à voir avec ces manifestations, qui malheureusement ont subi ces désagréments et qui ont coûté des vies. Et aussi tous les blessés. Mais encore toutes les personnes innocentes qui aujourd'hui, au profit des arrestations de masse, des personnes qui étaient de passage ou des personnes qui essayaient tout simplement de rentrer à la maison, qui se sont retrouvés pris dans ce piège-là. Mais aussi pour tous les manifestants, sans exception. Et je tiens à marquer aussi ma solidarité à l'endroit de jeunes communicants qui souvent commettent des petites erreurs dans leur communication. Mais moi, je continue de croire que nous avons tous nos idées de la démocratie, de la vie en société, comment la Côte d'Ivoire devrait être. Alors, on peut avoir des divergences avec une personne ou une autre, mais il faut qu'on commence à faire la part des choses.
entre l'opinion des gens, qui est leur droit, et des crimes. Je suis foncièrement pour le respect de la liberté d'expression. Et comme j'ai eu à le dire dans notre dernier entretien, que quelqu'un insulte ma mère ou mon père, ou quelqu'un me tague d'étranger, ou quelqu'un me tague de djoula, ou bien si je suis djoula, je suis djoula. Si je suis étranger, je suis étranger. Si je suis ivoirien, je suis ivoirien. Mais en rien, aucun de ces mots ne doit constituer maintenant une offense. Nous avons les États-Unis aujourd'hui qui donnent l'exemple. Voilà, avec l'élection de Ramdani comme maire de la ville de New York. Pour nous autres qui avons vécu un peu aux États-Unis, et surtout moi qui ai vécu à New York, mais New York, c'est une ville qui a été construite depuis toujours par les étrangers et la grande majorité de la population de New York est étrangère. Alors, pour une ville que nous lorgnons en termes d'exemple de développement, pour un pays cosmopolite comme la Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit pouvoir taire certaines divergences sur la question de l'origine des uns et des autres et surtout sur qui est ivoirien du nord, du sud, du centre, de l'ouest. Ces notions-là doivent disparaître. On doit parler des Ivoiriens comme une nation. Mais pour arriver là, il faut que les pouvoirs publics comprennent que ils sont au service des populations. Ils ne sont pas leurs tortionnaires, ils ne sont pas leurs bourreaux. Mais de plus en plus, c'est ce que nous ressentons tous, dans notre grande majorité. Et même des personnes qui sont des partisans du parti au pouvoir aujourd'hui, ils vivent très souvent avec la peur au ventre, la peur du jugement, la peur du rejet, même quand ils ne sont pas d'accord pour quelque chose. Donc pour moi, après cette élection, et bien entendu pour répondre à ta question, nous comprenons la profondeur de la division qu'il y a en Côte d'Ivoire. C'était très simple. Hein? Nous, notre option, c'était que les uns et les autres mettent de côté leurs égos. Exact. Et que nous choisissions un candidat de l'opposition autour de qui nous allions mettre tous nos efforts et nos intelligences pour lui donner la plus grande chance de gagner. Et vu comment les élections se sont déroulées, avec le taux de participation visible, et j'insiste là-dessus, visible, entre ce que nous avons vu et ce qui est annoncé, à mon sens, il y a une grande différence. Mais bon, quand tu n'es pas là pour contrôler, pour dire le contraire, tu ne peux que subir que ce qu'on t'offre. Donc, on nous a offert 50% de taux de participation. Pour moi, ce n'est pas fameux pour une démocratie qui se dit être en bonne santé. Donc ça, déjà, ça doit interpeller les pouvoirs publics. Deuxièmement, j'ai cru entendre que le taux de retrait des cartes d'électeurs était de 12%. On n'a pas dépassé plus de 15% de retrait des cartes d'électeurs. Maintenant, je me pose une question simple. J'ai été voté. Et lorsque je me suis rendu dans mon bureau de vote, j'avais mon ancienne carte d'électeur, j'avais ma pièce d'identité. Mais ils ont exigé que je retire nécessairement la nouvelle carte d'électeur. Donc c'est une exigence qu'on a imposée à tous ceux qui venaient voter. Donc dans ma logique, si on a 12% ou 15% de retrait de carte d'électeur, le taux de participation ne peut pas dépasser, à moins qu'on ait exigé de certaines personnes de retirer forcément la nouvelle carte d'électeur avant de voter et qu'on ait fait voter d'autres personnes sans qu'ils ne retirent leur nouvelle carte d'électeur pour obtenir les 50%. Sinon, les pourcentages devraient quand même être alignés, puisqu'il faut la nouvelle carte d'électeur pour pouvoir voter. Et toutes les cartes d'électeurs ont été réémises. Donc, quand on se retrouve dans un tel cas de figure, on se pose beaucoup de questions. Et je veux continuer à rappeler ça aux uns aux autres, surtout ceux qui nous dirigent. Nous sommes de l'école de Félix Houphouët-Boigny. Nous avons connu une très bonne formation pour la plupart d'entre nous. En tout cas, pour ce qui concerne nous, notre génération, et ceux qui sont venus avant nous,
Et je n'en dis pas plus. Donc, pour moi, cette élection a laissé une tache sombre, une tache noire sur mon cœur, mais en même temps, nous, ça nous interpelle et ça nous donne un peu une idée du défi qui est le nôtre aujourd'hui, celui de réunifier la Côte d'Ivoire, celui de réunifier les Ivoiriens, celui d'appeler les Ivoiriens à une autre manière de faire les choses. Et dans cela, aussi bien le pouvoir en place que les soi-disant grands partis d'opposition d'aujourd'hui sont interpellés. Parce que quand on met son ego de côté, son orgueil de côté, on doit pouvoir faire la part des choses, se remettre en cause et puis éventuellement demander pardon à ceux qui ont subi et puis essayer de faire mieux. Et pour ce qui concerne la CEI, j'avais dit que même Miss Côte d'Ivoire était mieux organisée que cette façon de fonctionner de la CEI et cette façon d'organiser des élections présidentielles. Et j'étais malheureusement, mais heureusement surpris aussi d'entendre le président de la CEI, M. Kubier Koulibaly, dire que cette CEI-là doit être dissoute dans son état actuel. Il convient avec nous que cette CEI-là ne convient pas. Et cette CEI-là ne peut pas organiser des élections qui satisfassent tout le monde ou qui rassurent les Ivoiriens. Mais comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. C'est cette CEI-là qui est là, encore pour les législatives. Nous allons subir, nous allons nous battre, et puis nous allons y aller. Faire l'effort de gagner malgré toutes les vicissitudes qui se présentent à nous. Et puis on espère que de cette élection législative, au moins si la vérité des urnes est dite, ça sera le premier pas de réconciliation des Ivoiriens. Parce qu'au moins au Parlement, chaque sensibilité de la population ivoirienne va trouver un porte-voix qui va aller défendre les points qui les dérangent et qu'il faut changer aussi bien dans nos lois et dans notre administration. Président, bien avant de parler de législative, j'aimerais aborder la question des élections. Au soir de ces élections, la CEI, ensuite le Conseil constitutionnel, a déclaré vainqueur son Excellence le président Alassane Ouattara avec plus de 80%. Quelle est votre analyse? Bon, 89,77%. C'est une fierté pour eux. Et moi, je trouve que c'est triste. C'est triste parce que quand on gagne de cette façon que nous tous, nous avons suivi, il n'y a pas de légitimité. Parce que c'est clair, et le président le sait. Il est vomi par une grande partie de la population ivoirienne. Nous ne sommes pas d'accord sur notre compréhension de la Constitution. Avec la confirmation de sa victoire à ce 4e mandat par le Conseil constitutionnel, le 4e mandat devient légal. Mais pour moi, c'est un précédent fâcheux. C'est un précédent fâcheux. Parce que le président, il a quoi? 83 ans, il va aller chercher 84 ans. Et je lui souhaite longue vie et de la bonne santé pour lui et sa famille. Mais c'est son dernier mandat, le 4e. Maintenant, quand lui, il a fait 4, qui nous dit que le prochain président après lui ne va pas vouloir changer la Constitution et en faire 4 aussi. En fait, il vient d'ouvrir une porte qui va être difficile à refermer. Et qui nous dit que le prochain président ne va pas juste faire sauter la limitation des mandats. Encore, quand c'est un bon président, c'est supportable.
Mais si nous nous retrouvons devant des criminels, et nous voyons bien qu'en Afrique, il y a des criminels qui arrivent au pouvoir, alors ça sera l'enfer pour ce pays. Et c'est pour ça que j'en suis vraiment triste. Ce n'est pas le score. Quand on gagne avec 89%, 89,77%, avec des candidats qui ont 3,09, 2,42, 1,97 ou 1, quelque chose, c'est pas honorable. Et puis qu'on sait que tout simplement, ceux qui avaient la taille, ils ne sont pas partis. Eux-mêmes, ils peuvent le noter. L'effervescence de leurs propres partisans était assez tiède comparé aux autres élections passées. Comparé à 2010, 2011, comparé à 2015, le président doit bien voir que l'effervescence baisse au fur et à mesure dans son propre camp, à plus forte raison dans le reste de la population. C'est autant un défi pour lui. C'est sa dernière ligne droite. Et je pense, je l'interpelle pour qu'il réfléchisse un peu à quel genre de Côte d'Ivoire il veut laisser aux Ivoiriens. À quel genre de Côte d'Ivoire il veut laisser à ses propres partisans. Parce que s'il va et il laisse un pays divisé, je suis triste de le dire, mais tous ces efforts dont il est fier risquent d'être réduits à néant. Parce qu'en général, c'est ça. Si tu construis sur des fondations molles, ne t'étonne pas de voir le bâtiment chuter demain. Tout simplement, et ton travail devient zéro. Donc 89,77%, c'est bon. Mais je pense que ceux qui l'ont rejeté, ce n'est pas le pourcentage. Le vrai taux de participation, si c'est même 50% de participation, c'est peu pour un président qui dit qu'il a fait émerger la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il a beaucoup de travail à faire, à convaincre le reste d'entre nous qui croyons encore dans le changement par les voies démocratiques. Président, je suis amené à vous demander, au sortir de ces élections, nous rentrons de plein pied dans les législatives. Quelles sont vos perspectives pour l'ANG? Pour l'ANG, nous aurions souhaité vraiment présenter un certain nombre de candidats dans plusieurs localités. Mais vu la précipitation dans laquelle cette CEI, mais pas que cette CEI, tous les parlementaires, qu'ils soient du PPACI, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient indépendants ou du RHGP, ils ont pris la décision, selon l'honorable Sali Tchomoko en 2023, de rapprocher la date des élections législatives à décembre. Donc, ils le savaient tous. Il n'y a que nous, la population, qui ne savions pas. Jusqu'à ce que la CEI nous l'annonce et que Assalit Tchomoko vienne nous éclairer sur un plateau télé. Nous sommes obligés d'aller avec ceux qui sont prêts. Et j'aurais honnêtement souhaité que nous allions avec le logo de notre parti, pour que nous puissions compter de façon globale tous nos élus. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays qui marche à l'envers. Pourquoi je dis qu'il marche à l'envers? Les autorités nous exigent de remplir certaines conditions, on mène des démarches, on dépense de l'argent. Mais comment pouvez-vous comprendre que depuis plus de 5-6 mois que nous avons déposé notre dossier pour obtenir notre agrément de parti politique, jusque-là, rien n'est signé. Et je ne parle même pas de l'agrément. Le simple récépissé des dépôts qui devrait être automatique. Tu déposes, ton dossier est complet, ça répond aux critères qui sont exigés par l'administration. On te délivre un récépissé pour dire que tel groupe a déposé un dossier, que ce soit une ONG, un syndicat ou un parti politique, c'est quelque chose qui doit être automatique. Jusque-là, le simple récépissé de dépôt n'est pas signé. Et aux dernières informations, il paraît que c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui les signe. Et il y a des centaines de récépissés de dépôt qui traînent, qui ne sont pas signés. Donc, on vient comprendre que quelqu'un s'empresse d'arrêter des gens, des manifestants. On a le temps, en tant que ministre,
d'aller se battre avec des amis du parti, dans une circonscription pour être député, pendant qu'on est déjà ministre. On ne finit pas son travail de ministre. On n'a pas assez de temps pour faire son travail de ministre. Maintenant, on veut être député aussi. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Il faut que ces gens apprennent à respecter leur rôle, leurs responsabilités. C'est une obligation pour les fonctionnaires de faire leur travail. C'est pour ça qu'on les paye. Le ministre reçoit un salaire, il a des avantages chaque mois. C'est pour faire son travail de ministre. Et notre récépissé des dépôts, je profite pour le dire, notre récépissé des dépôts, celui des populations, celui des ONG, celui des syndicats, c'est un droit. Ou bien vous décidez que vous ne signez plus, vous l'annoncez officiellement, ou bien vous signez nos documents, vous nous libérez. Honnêtement. Donc aujourd'hui, il nous impose, dans le nombre que nous serons, d'aller en tant que candidat indépendant, alors que nous avons notre parti politique. Donc aujourd'hui, nous allons à cette élection législative de façon sereine. Nous aurions aimé avoir des échanges avec d'autres partis politiques, notamment le PDCI, le PPACI, le FPI et bien d'autres, pour qu'ensemble on puisse, de façon intelligente, faire un nouveau découpage du pays entre nous, selon là où les uns et les autres sont forts sur le plan local, et puis partir tous unis derrière des candidats bien donnés. Mais connaissant les Ivoiriens, avec l'égoïsme des uns et des autres, l'égocentrisme des uns et des autres, et la suffisance des uns et des autres, parce qu'ils seraient les grands et les autres seraient les petits. Nous ne nous attendons pas à mieux. Donc pour nos candidats qui vont se présenter, et pour tous les amis qui vont se présenter avec qui nous serons, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons nous aider de façon mutuelle et sur tous les plans pour que chacun ait le maximum de chances de gagner dans sa localité. Et personnellement, je vais y participer. Dans quelle localité on peut le savoir? Non, pour le moment, faut m'éviter les flèches avant même que je dépose mon dossier. Alors, on saura le jour où nous allons déposer le dossier, en ce moment nous allons communiquer. Ou bien le jour où la liste officielle va sortir de ceux qui ont bien déposé les dossiers, tout le monde saura dans quelle localité je me présente. Ça va froisser quelques amis politiques, mais comme je dis, j'ai quand même pris le soin d'essayer d'appeler les amis politiques que ça risque de froisser. Mais ils n'ont pas daigné ni répondre à mes messages, ni répondre à mes appels. Donc, ils me verront me présenter dans leur localité. Et puis bon, comme je dis, j'espère qu'on va faire dans le fair play, tout simplement. Et que le meilleur gagne. Président, nous allons vous permettre de donner un mot de fin. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la Côte d'Ivoire? L'avenir de la Côte d'Ivoire est un sujet trop grand pour que ma petite personne l'aborde. Mais j'ai une question pour le millier et plus de personnes qui vont déposer leur dossier de candidature pour être députés. Et même ceux qui vont se présenter pour être des maires. Pourquoi êtes-vous en politique? La question est centrale. Est-ce que c'est pour avoir une meilleure condition sociale? C'est juste pour l'argent? C'est juste pour les privilèges? Ou bien c'est pour vraiment servir le peuple? Ou bien parce qu'on nourrit un certain idéal? Pour ma part, pour les amis qui me connaissent depuis le collège, le lycée, ils ne sont pas surpris de me voir aujourd'hui en politique. Peut-être que les amis, les personnes qui me connaissent sur le plan des affaires sont un peu surpris. Certains me disent que je ferais mieux de rester dans les affaires. Mais moi, je suis rentré en politique et j'ai décidé de rentrer en politique depuis que j'étais au collège. En tant que boursier, on m'a retiré la bourse
tout simplement parce qu'on exigeait un certain document des impôts de mon père qui était dans une profession libérale et parce qu'il n'a pas pu produire ce document à temps à l'époque. Hein. On lui avait demandé une attestation de régularité fiscale. Donc moi, je me suis posé la question, à quoi ça répondait? Parce que ma bourse était liée à ma performance académique. Et on m'a retiré ma bourse, sous prétexte qu'on avait mis cette condition la nouvelle, et mon père n'avait pas rempli. Et on m'a retiré cette bourse, ça m'a fait très mal. Et en 95, là j'avais 16 ans, je devais faire ma première pièce d'identité. Et parce qu'à l'époque, je m'appelais Kamara Ousmane. Et mon père, Kamara Mamadou. On nous a fait tourner de commissariat en commissariat. Donc, c'est la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Et il a fallu un ami de mon père, qui était commissaire de police, qui nous a amenés vers quelqu'un au niveau de la sûreté. Là où on a finalement pris nos données biométriques et tout ça, et on nous a fait établir ma première pièce d'identité, la fameuse carte d'identité verte. Et là, ce sentiment-là m'a toujours animé. Et pour mon père, qui n'était pas forcément du RDR, voici le motif qui va faire que mon père va quitter le PDCI et va rejoindre le RDR à l'époque. Donc aujourd'hui, pour les Ivoiriens qui trouvent que, excusez-moi du terme, j'aime pas trop ce terme-là, mais que les djoulas en font trop, moi je suis malinqué. Mais quand on me dit djoula, j'accepte. Ça ne me dérange en rien. En font trop, c'est parce qu'on a subi. Mais ça a même temps interpellé le pouvoir en place. Autant vous avez subi hier, vous en faites subir aux autres aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut qu'on puisse plier tout ça et laisser tout ça dans le passé. Se pardonner, avancer. Donc, moi, ma motivation, ce qui a fait que je suis rentré en politique, c'était la soif de justice. Et en 99, il y a le coup d'État. Et il y a le pillage généralisé. Et là, j'étais rentré des études, je travaillais déjà. Ma boutique est pillée. Comme des centaines, des milliers de commerces à l'époque. Et dans le petit temps qu'a duré cette transition de Guèye, Robert, on a vu qu'une certaine catégorie, notamment les Européens et autres, ont été dédommagés avec l'argent public. Mais nous, les Ivoiriens, nous avons été laissés pour compte. En 2000, quand encore nous sommes sortis pour réclamer la victoire de Gbagbo, je faisais partie de ceux qui ont manifesté. Les magasins ont été pillés encore. Aucun dédommagement. En 2002, il y a la rébellion qui éclate. Jusqu'à 2004, il y a encore des pillages. Et après ça, les Français sont dédommagés. Et d'autres personnes sont dédommagées. Nous qui sommes les Ivoiriens, qui payons, nous sommes dans notre pays, nous payons nos impôts, nous ne sommes pas dédommagés. En 2010, 2011, encore des pillages. Les Ivoiriens perdent tout. Il y a quelques milliards qui sont débloqués et qui sont donnés à une organisation qui gère les entreprises françaises en Côte d'Ivoire pour les dédommager. C'est à eux de régler. Et nous autres, nous sommes laissés pour compte. Encore les Ivoiriens. Il y a le Covid. Les facilités sont faites aux autres. On donne à leurs organisations, certaines organisations privées, les chambres de commerce et autres, chambres consulaires pour régler des problèmes qui sont liés à leurs ressortissants. Et nous autres Ivoiriens encore, nous sommes laissés pour compte. Bon, jusqu'à quand ça va continuer? Pourquoi je décide de m'éloigner des affaires et me concentrer sur la politique aujourd'hui? L'autre élément, mon père décède en 2015. Ce n'est pas le moyen qui manque. Mais on le porte la nuit dans une clinique privée pendant qu'il fait des migraines. Il avait fait un AVC avant. Mais là, on arrive et ils exigent une caution de 2 millions de francs CFA cash. C'est la nuit. On enlève l'argent où j'offre de donner un chèque, rien. Nous oblige à le conduire au CHU de Treichville. Et de 23 h jusqu'à 5 h du matin, mon père décède sur un brancard aux urgences. Il n'est pas pris en charge correctement. Ce n'est pas l'argent qui manquait, c'est révoltant. Dernièrement,
je fais un accident de la circulation. Un jeune homme en patin à roulettes vient percuter ma voiture. Il est blessé gravement. En 30 minutes, à appeler les sapeurs-pompiers, aucune réponse. J'utilise le kit de secours de ma voiture pour faire les premiers pansements. Je le conduis à l'hôpital général de Makori. On arrive aux urgences et on me fait asseoir sur un banc quelqu'un qui saigne abondamment. On me demande d'aller payer d'abord le ticket à la rentrée avant qu'on le reçoive. Je viens avec le ticket, les médecins sont assis là, les infirmières sont assis là. J'ai dû crier pour qu'on le prenne. Et là, pour le prendre, on me donne maintenant une ordonnance où on me met 5 paires de gants, de la bétadine, de l'alcool, du sparadrap et une bande. Il n'y a pas ça dans l'hôpital général de Makori quand quelqu'un vient en urgence. Alors je sors là, je vais à la pharmacie de l'Hibiscus qui était ouverte et là j'achète en grande quantité, j'achète une grande bonbonne, bétadine jaune, rouge, j'achète un grand paquet de coton, un paquet de bandes et de sparadrap avec un paquet de gants, de 100 gants ou je ne sais pas combien. Je viens, j'offre. Au moins pour que la prochaine personne qui va arriver ce jour-là ou le lendemain, on ne demande pas à son parent d'aller chercher. Voici l'état des lieux. Ça, ce sont nos vécus. Et ce n'est pas de la propagande. Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Quand on regarde le budget qui est passé à 17 000 milliards. Quel travail ces députés-là font? Ils doivent faire le contrôle de la gestion de l'État. Le budget est décidé à l'Assemblée nationale. Le pouvoir de contrôle de l'exécution de ce budget-là est l'une des prérogatives des députés. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir? Voici moi ce qui m'anime. Et je pense que c'est ce qui doit animer les futurs parlementaires. Nous devons donner une autre image de nous-mêmes. Nous devons donner une assurance à nos parents, à nos populations, que nous avons la capacité de transformer ce pays-là. Parce que nous-mêmes, nous sommes différents de ceux qui gèrent actuellement le pays. Donc, pour moi, mon mot de fin, c'est aux populations, ressaisissez-vous. Osez faire confiance en vos fils et en vos filles. N'attendez pas que vos fils et vos filles qui ont le bon cœur, qui sont vraiment engagés, viennent vers vous et souffrent de ce que vous leur réclamez de l'argent. Parce que cet argent que d'autres politiciens viennent vous partager, vous ne savez pas où ils tirent ces sommes-là. Ce n'est pas leur salaire. Et ce n'est même pas honnête. Et après, ils viennent acheter vos âmes et ils en font ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Il est temps que vous fassiez fi de l'argent en politique. Permettez à vos fils, à vos filles qui ont la capacité et qui ont le cœur pour vous aider et qui ont le cœur à se battre pour vous, d'aller au Parlement, parce que c'est là que va s'exercer le vrai pouvoir, le contre-pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. En attendant de vous accompagner pour le dépôt de votre candidature, je dis à très bientôt. Merci, Dr. Eno. Merci.